Bonjour, mesdames et messieurs les journalistes. Le mercredi 24 février 2016, un conseil des ministres s'est tenu de 10h à 12h au palais de la présidence à Abidjan, sous la présidence effective de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Alors, à l'ordre du jour de ce conseil, comme à l'accoutumée, nous avons donc des mesures générales, donc à savoir les projets de décret, les communications. Concernant les projets de décret, nous avons eu, au titre du ministère de l'Industrie et des Mines, en liaison avec le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, du ministère du Pétrole et de l'Énergie, du ministère auprès du président de la République chargé de la Défense. Le projet de décret qui a donc été adopté par le Conseil des ministres porte sur le régime juridique des substances explosives. Ce décret actualise le régime juridique très ancien des substances explosives et dans le cadre de cette nouvelle réglementation, elle clarifie les différents domaines de compétences des structures administratives, définit les procédures liées à la gestion administrative des substances explosives et assure une gestion plus sécurisée de ces substances. Le présent décret, puisqu'il a été adopté, soumet à l'obtention d'un agrément préalable toute personne ayant pour activité de fabriquer, de détruire, d'acheter, de vendre, d'importer ou d'exporter, d'utiliser ou de transporter des substances explosives. Il prévoit à cet effet donc une commission internationale dont la mission est d'examiner les demandes d'agrément des opérateurs qui manipulent ces substances explosives et donc de donner un avis sur ces demandes. Le présent décret, on va dire, met en adéquation la législation nationale avec les règles internationales qui donc régissent les substances explosives. Au titre donc du ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'Artisanat et de la promotion des PME, en liaison avec certains ministères donc de l'Industrie et des Mines, du ministère auprès du Premier ministre chargé donc, du budget et du portefeuille de l'État et du ministère auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances. Le décret qui a été adopté au titre donc, des mesures générales, c'est un décret qui porte modalités d'acquisition et de perte de la qualité de PME, donc de petites et moyennes entreprises. Ce décret est pris en application de la loi numéro 2014-140 du 24 mars 2014 qui porte orientation de la politique nationale de promotion des petites et moyennes entreprises. Ce décret précise les modalités d'acquisition de la qualité donc de PME et indique clairement la procédure de délivrance de l'attestation d'identification donc de la PME et les documents administratifs et financiers qui sont évidemment afférents et nécessaires. Alors, le décret décrit également la perte de la qualité de PME et parmi ces éléments donc qui entraînent la perte de la qualité de PME figurent les déclarations mensongères ou trompeuses, la liquidation amiable ou judiciaire de l'entreprise ainsi que l'expiration du délai pour lequel la qualité de PME a été préalablement accordée. Le gouvernement, en prenant cette décision, entend ainsi permettre aux PME de bénéficier de tous les avantages liés à cette qualité et par conséquent de faciliter leur accès au financement, aux prestations de services et aux marchés publics. Alors après les mesures générales, nous avons donc les communications. La première communication, elle a été faite au titre du Premier ministre, ministre de l'économie, des finances et du budget. Cette communication relative aux conclusions du séminaire gouvernemental, donc au PTG 2016, bien entendu, lorsqu'il y a eu le séminaire gouvernemental lundi 22, le communiqué final a été lu par le porte-parole, le ministre de l'économie numérique et de la Poste. Pour vous en rappeler les grandes articulations, ce séminaire donc, a permis d'élaborer le programme de travail, comme je l'ai dit, sur l'année 2016, sur la base des 5 axes prioritaires qui ont été définis donc, par le président de la République et qui ont été inscrits au plan national de développement 2016-2020. Naturellement, la matrice d'action qui a été déclinée à partir donc, de ces axes prioritaires prend en compte les mesures clés du programme du président de la République, telles que annoncées lors de la campagne présidentielle.
Et donc, tous les engagements également qui ont été pris par le chef de l'État au cours des différentes visites d'État sont également pris en compte, ainsi que les contraintes du programme économique et financier conclu par notre pays avec les partenaires au développement. Il s'agit donc d'une série d'actions prioritaires qui visent donc à consolider les acquis enregistrés depuis 2011 par le gouvernement et à accélérer le train des réformes et la réalisation d'infrastructures de développement en vue de l'amélioration rapide des conditions de vie donc des populations qui vivent aussi bien en milieu rural que urbain. Alors la deuxième communication, elle a été prise donc au titre du ministère du Pétrole et de l'Énergie, en liaison avec le ministère auprès du Premier ministre, chargé du budget et du portefeuille de l'État, et du ministère auprès du Premier ministre, chargé de l'économie et des finances. Alors cette communication est relative aux informations sur les flux physiques et financiers du secteur de l'énergie au 30 septembre 2015. Alors évidemment, il s'agit ici, dans le cadre de cette communication, des flux physiques et financiers du secteur énergie, qui connaissent une légère amélioration, mais qui demeurent plombés, malheureusement, par la baisse des cours du pétrole brut. Alors, la production de pétrole brut réalisée en Côte d'Ivoire au 30 septembre 2015, qui ressort donc de ce document, est de 7 millions de barils, soit 26 000 barils par jour. Ce qui montre qu'il y a une hausse qui a été enregistrée de 9,27% par rapport aux prévisions estimées, à 6,5 millions de barils. Cette production s'améliore de 36,13% par rapport aux résultats obtenus pendant la même période, et cela en 2014. Et bien entendu, nous avons eu aussi des informations concernant la production de gaz naturel, qui est de 58 millions de BTU, British Thermal Unit, soit une production journalière de 213,013 BTU. Nous avons également noté une hausse de 6,72% par rapport aux prévisions 2015 et en hausse de 2,82% par rapport aux réalisations, et cela à fin septembre 2014. Cette légère hausse résulte principalement de l'augmentation de la production de gaz sur le champ espoir du bloc Côte d'Ivoire 26. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que les valorisations de la part État de pétrole brut et de gaz naturel sont évaluées à 53 milliards de francs CFA. La part État d'hydrocarbures est en hausse de 8,12% par rapport aux prévisions 2015 et en baisse de 45,51% par rapport aux résultats obtenus à la même période en 2014. Je sais que c'est beaucoup de chiffres, mais ils sont très importants. Et il faut noter que cette situation résulte principalement de la baisse des cours du pétrole brut. Alors, la production totale d'électricité au cours de cette même communication d'électricité, donc à fin décembre 2015, s'établit comme suit à 6 503 MW, donc 85% pour le thermique et 15% pour l'hydraulique. Elle est globalement en hausse de 7,37% par rapport à son niveau de fin septembre 2014. La part thermique est en hausse de 16%, liée à l'augmentation des capacités de la centrale thermique d'Azito, et cela en avril 2015. Cette capacité donc, de la centrale d'Azito, donc, on va considérer qu'elle est plus de 140% par rapport à la progression générale. A contrario, la part de l'hydraulique enregistre une baisse de 24,42% en raison du faible niveau des stocks hydrauliques de mai à août 2015. Au total, les recettes à fin septembre 2015 s'élèvent à 373 milliards de francs CFA pour un niveau de dépenses de 436 milliards de francs CFA utilisés essentiellement à l'achat de combustibles pour la production d'électricité de sources thermiques. Alors, la troisième communication est donc une communication qui a été prise au titre du ministère de l'Industrie et des Mines, en liaison avec le ministère auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, du ministère auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, et enfin du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Cette communication est relative au bilan des projets d'investissement qui ont bénéficié des dispositions
du Code des investissements durant la période qui va du 1er janvier au 31 décembre 2015. Au cours donc de l'année 2015, tout régime confondu, nous avons 186 entreprises qui ont obtenu un avis favorable pour bénéficier des dispositions du Code des investissements contre 158 entreprises en 2014. Le montant total des investissements projetés a été estimé à 669 876 254 francs CFA contre 426 347 823 francs CFA en 2014. Et donc, on constate une hausse de 57,11%. Sur cette base, les prévisions donc de création d'emplois permanents se sont établies à 6 533 contre 5 243 en 2014. Et donc, on note une hausse de 24,60%. À fin 2015, on peut dire que 77 entreprises ont effectivement réalisé leurs investissements pour un montant total de 164 676 952 francs CFA et créé donc ainsi 3 065 emplois. La communication suivante est relative donc au ministère toujours de l'Industrie et des Mines, en liaison avec le ministère des Affaires étrangères, du ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, du ministère auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État et du ministère auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances. Cette communication est donc relative à la candidature de notre pays pour abriter le siège du système ouest-africain d'accréditation. Alors, il faut savoir que cette structure a été créée en 2010 par l'UEMOA et c'est une association communautaire d'utilité publique à but non lucratif qui a pour objectif d'accréditer les laboratoires, les organismes de certification et d'inspection chargés de vérifier la conformité des produits et des services. Alors, il faut noter aussi que, compte tenu du poids économique de notre pays au sein de l'UEMOA, on a estimé effectivement qu'il était important, et aussi pour le potentiel de notre pays, nous avons estimé qu'il était important que la Côte d'Ivoire abrite le siège. Et le Conseil des ministres donc, vient de donner son autorisation pour ce faire et demander donc au ministère de l'Industrie et des Mines donc, de prendre toutes les dispositions à l'effet donc, de voir la réalisation de cela. Nous avons donc la 5e communication qui est au titre du ministère du Plan et du Développement, en liaison avec le ministère auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et le ministère auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État. Alors, cette communication concerne le paiement de la 5e annuité de souscription à l'augmentation générale du capital de la Banque africaine de développement. Comme vous savez, le président de la République estime que la Côte d'Ivoire doit être à jour de toutes ses cotisations dans toutes les institutions, et c'est ce que nous faisons. Donc, il a fallu mettre effectivement la Côte d'Ivoire à jour donc, de ses cotisations, ce qui permet à la Côte d'Ivoire, en sa qualité donc, de membre statutaire et à l'instar des autres pays membres, de souscrire à la 6e augmentation générale de capital de la BAD et en acquérant, en le faisant, plus de 162 000 actions. Et donc, nous avons, en Conseil des ministres, donné l'autorisation pour que cette 5e annuité relative à cette opération puisse se faire. Nous avons donc la 6e communication qui est une communication du ministère du Commerce en liaison avec d'autres ministères, celui qui est donc auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État et du ministère auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances. Cette communication concerne l'État, nous faire un peu le point d'avancement de la délocalisation du siège de l'Organisation internationale du cacao de Londres à Abidjan au 31 janvier 2016. Ce qui a permis de voir effectivement les avancées, de voir que le siège qui a été donné à cette structure par le Conseil Café Cacao, en réalité, donc, doit être réhabilité. Et donc, nous avons vu les étapes de cette réhabilitation et nous avons donc vu aussi le suivi du processus, de sorte que le siège soit prêt pour abriter effectivement les membres de cette organisation. Alors, au titre du ministère du Commerce, le Conseil des ministres a entendu, au niveau donc de la 7e communication, a entendu donc un rapport
de la 10e conférence ministérielle donc, de l'Organisation mondiale du commerce qui s'est tenue au Kenya du 15 au 19 décembre 2015. Il faut savoir qu'au cours de cette mission que le ministre et, je dirais, cette conférence importante à laquelle a pris part le ministre du Commerce, lorsqu'il a représenté notre pays à cette conférence, qui est donc la toute première quand même, qui se déroule en terre africaine, en 22 ans de travaux de cet organe suprême de décision de l'OMC. Et ça, c'était pas rien. Donc, vous imaginez pourquoi le ministre a donc conduit une délégation pour se rendre à cette conférence. Il faut noter que la conférence a examiné les questions qui sont liées au commerce des produits agricoles, au programme de développement de Doha et au paquet PMA des pays les moins avancés. Et en marge de la conférence, le ministre de la délégation donc, du ministre a pu rencontrer effectivement plusieurs autres ministres et a pu prendre part à des activités spécifiques. La communication suivante, elle est relative donc, au ministère des Ressources animales et halieutiques, en liaison avec le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Cette communication est relative aux dons de la Banque africaine de développement pour la lutte contre la grippe aviaire en Côte d'Ivoire. Alors, dans le cadre de la lutte contre la grippe aviaire, notamment concernant le virus de type AH5N1, comme vous le savez, qui est un virus hautement pathogène, la BAD a offert donc un appui financier à l'État de Côte d'Ivoire d'un montant de 590 millions de francs CFA au titre de l'aide humanitaire d'urgence. Ce don permettra non seulement d'améliorer la biosécurité et la santé animale, mais également il permettra donc d'apporter un appui logistique aux services vétérinaires et de renforcer l'efficacité de la coordination de la FAO qui assure la gestion des dons qui ont été mis à la disposition donc, des pays. Au titre du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, nous avons donc une autre communication qui a été adoptée en liaison avec différents ministères également, du ministère auprès du Premier ministre chargé du budget du portefeuille de l'État, du ministère auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances. Cette communication, elle est relative à la présentation de la politique nationale de formation des ressources humaines des personnels de santé. Cette politique nationale de formation continue des ressources humaines des personnels donc, de santé est un cadre de référence pour la formation et le renforcement des capacités des ressources humaines de la santé, dont la mise en œuvre était recommandée et était attendue, parce qu'on nous le signifiait souvent, et cela dans les différents plans de développement sanitaire, et ce, depuis 1996. Alors, il faut savoir que cette politique nationale s'articule autour du renforcement du cadre juridique et institutionnel, d'abord, de la création d'un environnement propice à l'efficacité de la politique de la formation continue, et ce, avec des partenariats au niveau national et international, et ainsi que du développement de programmes de formation et de systèmes de financement adaptés. Alors, cette politique nationale permettra d'améliorer la qualité du système national de santé avec des ressources humaines performantes qui sont compétentes à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. La communication suivante est une communication qui a été adoptée au titre du ministère de la Santé toujours et de l'Hygiène publique avec différents ministères, notamment celui en charge de l'économie et des finances, celui en charge du budget du portefeuille de l'État et celui en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cette communication donc, concerne la présentation de la politique nationale de la recherche dans le domaine de la santé. Et il faut savoir que cela ne s'est pas fait comme ça. Il répond donc à une recommandation de l'OMS, et cela lors de la 73e Assemblée générale de cette organisation. Alors, cette politique nationale de recherche qui a été entreprise donc, développe une vision claire de la recherche en matière de santé pour les prochaines années. Et ce document établit l'état des lieux de la recherche en santé en Côte d'Ivoire, en dégage les orientations générales et stratégiques pour le développement de la recherche en santé, les conditions de sa mise en œuvre ainsi que les mécanismes de suivi et d'évaluation et enfin oriente les stratégies de communication.
Cette politique nationale de recherche prévoit donc une nouvelle configuration organisationnelle et elle s'attellera à faire de la recherche appliquée et rendre de la visibilité aux actions des praticiens et des cliniciens. Alors, il faut savoir que la mise en œuvre de cette politique nationale est estimée à 685 millions de francs CFA et pour se faire, en se dotant de cet instrument, l'État entend évidemment améliorer de façon significative la santé des populations ivoiriennes. La prochaine communication est une communication du ministère de l'Agriculture et du Développement rural en liaison avec le ministère de l'Industrie et des Mines, du ministère du Commerce et du ministère des Affaires étrangères. Alors, cette communication elle est très importante. Elle est relative au label Chocolat Côte d'Ivoire. Vous savez que notre pays avait pris un engagement, il avait signé un engagement et les syndicats également du chocolat et de la Confédération des chocolatiers et confiseurs de France. Nous avions donc signé un engagement qui permettait de faire utiliser, si vous voulez, et de valoriser le cacao ivoirien. Et pour ce faire, nous avons donc mis en œuvre ce label en permettant à tous les produits dérivés effectivement du chocolat Côte d'Ivoire d'être labellisés, de porter le label Origine Côte d'Ivoire. Et ce label se présente sous la forme d'une marque collective, communautaire, qui sera portée par l'État de Côte d'Ivoire et représentée par le Conseil du café cacao et par le syndicat du chocolat de France. Et ce label Chocolat Ivoire sera apposé par les chocolatiers aussi bien industriels qu'artisanaux sur leurs denrées alimentaires fabriquées à partir du cacao ivoirien, notamment dans les États membres de l'Union européenne. Et ce label, ce qui est important de dire, permettra d'assurer un revenu additionnel aux producteurs qui seront engagés dans la sélection du cacao et au-delà de soutenir la filière de production du cacao ainsi que les organes de recherche de Côte d'Ivoire. La communication suivante est donc une communication qui a été prise au titre du ministère de la Salubrité urbaine et de l'Assainissement, en liaison avec plusieurs ministères, notamment le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, du ministère des Affaires étrangères, du ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, du ministère du Plan et du Développement, du ministère de l'Éducation nationale, du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, du ministère de l'Environnement et du Développement durable, du ministère de la Construction et de l'Urbanisme, du ministère auprès du Premier ministre chargé du portefeuille de l'État et celui chargé donc de l'économie et des finances. Alors, cette communication importante, elle est relative à la présentation et à l'adoption de la lettre de politique sectorielle de l'assainissement et du drainage de Côte d'Ivoire. Il était important que ce document soit adopté par le Conseil. Et cette lettre de politique sectorielle de l'assainissement et du drainage de Côte d'Ivoire, qu'est-ce que c'est? C'est un document d'orientation et de stratégie en matière d'assainissement et de drainage. Il définit les orientations politiques, les objectifs et les stratégies opérationnelles du secteur de l'assainissement et du drainage, et ce, sur la période 2015-2030. Il prévoit notamment de développer des infrastructures d'assainissement et de drainage, de susciter un changement de comportement vis-à-vis des infrastructures, de promouvoir l'assainissement autonome, de renforcer la coordination avec les acteurs publics et privés et les collectivités territoriales et d'accroître les ressources financières du secteur. Cette lettre de politique permettra d'accroître significativement le taux de couverture nationale d'assainissement et de drainage et de favoriser l'accès des populations à de meilleurs services d'assainissement et à des infrastructures de drainage des eaux pluviales de qualité, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. Et je crois que vous avez déjà commencé à entendre la communication qui est faite par le ministère de la Salubrité sur le comportement que les Ivoiriens doivent avoir effectivement vis-à-vis de la propriété. Ça y participe. La prochaine communication, c'est une communication qui a été prise au titre du ministère des Sports et des Loisirs, en liaison avec les deux ministères auprès du Premier ministre, l'un chargé du budget du portefeuille de l'État
et l'autre chargé de l'économie et des finances. Alors, cette communication concerne le financement des compétitions sportives au titre de l'année 2016. Il faut savoir que dans le cadre de la participation de nos équipes nationales et clubs aux compétitions sportives internationales, le Conseil a donc adopté une nouvelle procédure de financement, et cela en vue d'assurer la célérité de la disponibilité des moyens financiers nécessaires à la prise en charge des frais de participation. Cette mesure charge l'administration financière de la mise à disposition du budget global des compétitions, et cela dès le début de l'exercice budgétaire de l'année en cours, sur la base d'une communication unique soumise en Conseil des ministres. Et de ce fait, pour l'année 2016, le Conseil a donc donné son accord à la mise à disposition du budget global des compétitions internationales d'un montant de 6 milliards de francs CFA. Il s'agit pour le gouvernement, et vous vous en doutez, de permettre d'une part aux fédérations de mieux s'organiser en vue de préparer les compétitions dans de bonnes et très bonnes conditions et d'y participer, et d'autre part à l'administration financière d'assurer un meilleur suivi du financement des compétitions internationales. La prochaine communication, elle est relative, est une communication du ministère de la Communication en liaison avec les deux ministères auprès du Premier ministre, l'un en charge du budget et du portefeuille de l'État et l'autre en charge de l'économie et des finances. La première communication, je suis content de l'annoncer, concerne la libéralisation du secteur télévisuel. Et cette libéralisation de l'espace télévisuel tant attendue, et cela avec grand intérêt, par les populations et les opérateurs du secteur, donc rentrera bientôt donc dans sa phase active en Côte d'Ivoire. Alors, toutes les mutations technologiques inhérentes au secteur liées à la transition vers la télévision numérique de terre, qui avaient eu pour effet de retarder le processus, comme nous l'avions annoncé en son temps, ne constituent plus aujourd'hui un frein à la mise en œuvre de certaines étapes du programme de la libéralisation télévisuelle, notamment l'autorisation des éditeurs de programmes et opérateurs multiplex. Et cette libéralisation, il faut le savoir, se fera évidemment conformément aux normes techniques qui ont été adoptées par l'UEMOA et la CEDEAO. Et donc, à partir de dès mai 2016, il sera procédé au lancement de l'appel d'offres suivi des autres étapes relatives à la procédure d'autorisation de nouveaux opérateurs sur le marché pour les télévisions privées commerciales. Au titre du ministère toujours de la Communication, et cela en liaison avec le ministère de l'Économie numérique et de la Poste, du ministère du Commerce et du ministère auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, le Conseil des ministres a adopté une communication relative à l'autorisation de nouveaux services de distribution de programmes de radiodiffusion sonore et de télévision par câble et ou par satellite, c'est-à-dire des bouquets de télévision satellitaire. Alors, la Haute Autorité pour la communication audiovisuelle avait lancé un processus d'ouverture des services de distribution de programmes de radiodiffusion sonore et de télévision par câble et ou par satellite. Ainsi, de nouvelles licences d'exploitation de bouquets par satellite seront donc distribuées par la ACA après un appel à concurrence. Les résultats de cette mise à concurrence en cours seront donc dévoilés dans les prochains jours en vue de favoriser une pluralité des offres et des contenus audiovisuels. Alors, le Conseil a également décidé de mettre à la disposition de la ACA des moyens techniques et technologiques de brouillage de programmes audiovisuels qui ne sont pas autorisés. Il convient de préciser que cet appel à concurrence se situe en dehors du processus donc, de libéralisation de l'espace télévisuel qui ne concerne que des chaînes de production nationale qui, elles, diffusent donc, par voie terrestre et qui le diffusent aussi par accès libre. La prochaine communication est une communication au titre du ministère auprès du Premier ministre chargé du budget du portefeuille de l'État. Il s'agit de 3 communications. La première communication concerne donc la conférence intitulée « Comprendre les risques et finances » 2015 qui s'est tenue donc en Éthiopie du 17 au 19 novembre 2015. Alors, il faut savoir qu'au cours de cette conférence, une délégation a été conduite par le ministre chargé du budget qui a représenté notre pays à ce forum. Forum qui a réuni les décideurs gouvernementaux, les représentants des organisations internationales, les experts du secteur financier et du monde universitaire
et cela en vue d'échanger sur les meilleures méthodes et les stratégies devant permettre de réduire les impacts socio-économiques et financiers des catastrophes naturelles. À l'occasion donc de cette conférence, la Banque mondiale et le Fonds mondial pour la réduction des effets des catastrophes et le relèvement ont procédé donc au lancement de l'initiative pour le financement des risques de catastrophes en Afrique. Ça, c'est très important. Et au cours de ce forum ont été mis en exergue les diverses mesures prises pour la maîtrise des risques de catastrophes et de réduction de leurs impacts en Afrique. Et donc, le Conseil a pris évidemment acte des résolutions de cette conférence et a exhorté les ministres concernés à approfondir les stratégies nationales en matière de couverture contre les risques de catastrophes afin de prémunir notre pays contre cette éventuelle calamité. Alors, l'autre communication, comme je le disais, puisqu'il y en a eu 3 du ministère auprès du Premier ministre chargé du budget, cette communication concerne la situation des opérations de passation des marchés à fin décembre 2015. Alors, concernant cet important document avec lequel nous travaillons, donc tous les ministères, il s'agit donc de montrer les lignes budgétaires qui ont été soumises aux procédures de passation des marchés publics à fin décembre 2015. Ces lignes budgétaires sont au nombre de 3 926 et pour une dotation totale de 2 482,3 milliards de francs CFA. Et cela sur la base du collectif budgétaire 2015 qui avait été établi à 5 196 milliards de francs CFA. Ces lignes ont connu donc une baisse de 1,3% en nombre et une hausse de 30,2% en valeur par rapport à la même période, et cela en 2014. La valeur totale des marchés approuvés à fin décembre 2015 s'élève à 1 076,6 milliards, dont 80,1 milliards de marchés lancés en 2014 et approuvés en 2015. Le montant des marchés lancés et approuvés, effectivement en 2015, s'élève à 996,6 milliards contre 985,4 milliards en 2014, soit une hausse de 1,1%. Les marchés passés suivant les procédures concurrentielles, appel d'offres ouvert et appel d'offres restreint cumulés représentent 61% en valeur et le ratio des procédures non concurrentielles de 39% a augmenté de 9 points en 2015 et cela par rapport à 2014. Les marchés de gré à gré, qui représentent 26,5% contre 42,8% en 2013 de la valeur totale des marchés approuvés à fin décembre 2015, ont concerné principalement les travaux qui sont liés aux prêts chinois. Donc ça, c'est important de le noter. Alors, il faut noter également que le renforcement du dispositif de suivi des délais de passation des marchés publics avec la mise en place d'un mécanisme d'alerte a permis d'agir positivement sur le délai global moyen de passation des marchés à fin décembre 2015, qui est ainsi passé de 119,6 jours contre 126 jours à fin décembre 2014. Donc, il y a une progression. Dans cette dynamique, le Conseil a instruit le ministre chargé du budget et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre les mesures urgentes afin de permettre au dispositif de passation des marchés mis en place en vue d'améliorer l'accès d'un plus grand nombre de PME au marché public et donc de rentrer dans sa phase active. La dernière communication au titre donc du ministère du Budget est une communication relative à l'exécution du budget à fin décembre 2015. Et je pense qu'il est important que je vous donne les titres, et je vous donne également tous les montants, parce que ce sont des documents qui sont très importants pour les conseils des ministres. Alors, l'exécution budgétaire au terme de l'année 2015 a bénéficié d'un environnement socio-politique, économique et budgétaire favorable, caractérisé par des élections présidentielles apaisées. L'accession de notre pays au programme du MCC, du Millennium Challenge Corporation, et l'amélioration de la notation budgétaire, de la notation financière de la Côte d'Ivoire, donc qui passe de B1
à Ba3 pour l'agence Moody's et de B à B+ pour l'agence Fitch. Donc ça, c'est aussi important de le noter parce que quand les choses sont bien, je crois qu'il faut insister. Ainsi, les ressources donc, qui ont été mobilisées à fin décembre 2015 se situent à 5 286,4 milliards pour un objectif fixé à 5 278,3 milliards, soit un taux de réalisation de 100,2% contre 4 731,6 milliards en 2014. Alors, ces réalisations sont constituées de 5 178,1 milliards de ressources budgétaires, 98% des recettes totales et 108,3 milliards de ressources de trésorerie, 2% des recettes totales. Alors, les dépenses exécutées à fin décembre 2015 s'élèvent à 5 077,6 milliards pour un objectif de 5 159,7 milliards, soit un taux d'exécution de 98,4%. Et ces dépenses comprennent 4 970,1 milliards de dépenses budgétaires, 97,9% des dépenses totales, et 107,5 milliards d'opérations de trésorerie, 2,1% des dépenses totales. Les dépenses d'investissement se sont élevées à 1 261,8 milliards à fin décembre 2015, correspondant à un taux d'exécution de 79,3% par rapport aux dotations budgétaires annuelles et de 91,1% par rapport aux objectifs du programme. Aussi, les dépenses exécutées dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et la réduction des disparités sociales, ça va vous faire plaisir, se sont établies à 1 770,2 milliards pour un objectif plancher de 1 716,3 milliards, soit un taux de réalisation de 103,1% en hausse de 9,1% par rapport à 2014. Au terme de l'exécution budgétaire 2015, le Conseil se félicite du respect de l'ensemble des critères de suivi qui a permis d'atteindre les objectifs de mobilisation des ressources et de maîtrise des dépenses. Alors, qu'est-ce que nous montre l'exécution de ce budget? L'exécution de ce budget montre que le programme de développement de notre pays est majoritairement financé par nos ressources propres, ce qui dénote de la cohérence et de la soutenabilité de notre programme de développement. Et il est important de noter aussi que le Conseil a exhorté le ministre en charge du budget et l'ensemble des ministres concernés à poursuivre les efforts de consolidation du niveau de recouvrement des prévisions de recettes et d'amélioration de la qualité de l'exécution des investissements. Alors, nous avons donc la communication suivante qui a été prise au titre du ministère auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances. Cette communication concerne donc une mission du cabinet d'affaires Global Finance and Capital Limited, ici à Abidjan, du 28 au 30 janvier 2016, dans le cadre des actions post-conférence de Dubaï. Cette mission, elle a été conduite par le président du dit cabinet et elle s'inscrit dans le cadre de la poursuite des consultations avec le gouvernement, et cela en vue de la réalisation des engagements pris lors de la conférence internationale des investisseurs qui s'est tenue à Dubaï le 9 septembre 2014. Alors, à l'issue de la mission, la délégation a constaté donc, que les 3 projets présentés à Dubaï, à savoir la réhabilitation de l'axe ferroviaire Abidjan-Ouagadougou-Kaya, le renforcement de la route et la construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouangolodougou frontière du Burkina, ainsi que l'aménagement de 400 hectares de bas-fonds sont en cours de réalisation. Et en principe, une autre mission de ce cabinet est prévue à la fin, au cours donc, du second trimestre de l'année 2016. Enfin, nous avons 2 communications, des communications au titre du ministère des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. Et ces 2 communications
La première, elle est relative donc, au deuxième rapport de M. Mohamed Hayat, qui est l'expert indépendant, et sur le renforcement de capacités et la coopération technique avec la Côte d'Ivoire dans le domaine des droits de l'homme. Et la seconde, elle est relative au rapport annuel 2013-2014 de la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire. Alors, sur la première communication, il faut indiquer que l'expert indépendant, dans son rapport, a soulevé les questions de l'indemnisation des victimes, des violations des droits de l'homme, de la politique de la protection de l'enfant, de la promotion de l'équité et du genre, ainsi que des questions de procédure post-judiciaire. Il a indiqué que sur tous ces différents points, dans le rapport, la Côte d'Ivoire a fait des progressions notables. Il était important de le souligner. Et vraiment, ce rapport est complètement, je dirais, dans la droite ligne de la politique du gouvernement. Et il a noté effectivement que dans ce rapport, toutes les questions qui ont été soulevées sont d'ores et déjà prises en compte par le gouvernement, qui a donc engagé des moyens politiques importants, financiers et juridiques, pour leur apporter des solutions durables. Ainsi, pour citer à titre d'exemple, un observatoire de l'équité du genre a été mis en place, vous le savez. Les procès post-crise ont eu lieu. L'indemnisation des victimes aussi se fait, et vous le voyez chaque fois que la ministre organise un déplacement, elle le fait avec donc, la représentante spéciale des Nations Unies, effectivement pour aller indemniser chacune des victimes, et cela dans n'importe quelle partie du territoire, que ce soit du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Alors la deuxième communication concerne, comme je l'ai indiqué, le rapport annuel donc, de la Commission nationale des droits de l'homme, un rapport qui a été donc présenté au président de la République, et des recommandations ont été formulées à l'endroit de l'État, qui a donc, le gouvernement a instruit les ministres concernés à l'effet de déployer davantage d'efforts pour renforcer, conformément aux recommandations de la Commission, les rapports de l'État de Côte d'Ivoire avec les instruments et mécanismes internationaux qui sont relatifs aux droits de l'homme, et de poursuivre l'amélioration de la situation des droits de l'homme dans notre pays, notamment concernant tout ce qui a été indiqué dans le rapport. Je vous remercie donc de votre attention pour ce compte-rendu du Conseil des ministres, et je suis disposée à répondre à vos questions. Je voulais avoir juste quelques précisions sur la libéralisation. Vous avez annoncé le début du processus pour mai 2016. Je voulais savoir les différents délais, par exemple pour l'appel d'offres, le début, la fin, et combien de licences seront donc attribuées dans un premier temps. Je voulais savoir aussi le premier signal pluriel va intervenir quand, et puis les critères pour le dossier d'appel d'offres. Il faut savoir que la libéralisation va être lancée, comme je l'ai indiqué, en mai 2016. Et ensuite, il y a différentes étapes. Et ce sont des étapes techniques. Il y a d'abord donc l'avis à manifestation d'intérêt qui va être lancé par la ACA. Et lorsque la ACA lance cet avis à manifestation d'intérêt, donc il y a la constitution du dossier qui va se faire. Et cette constitution du dossier se fait, et ensuite les opérateurs privés déposent tous ces dossiers à la ACA. Et la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle transmet ces dossiers à une commission d'examen donc, de ces appels d'offres et des appels à concurrence. Et la commission a pour objet donc, de regarder effectivement si tous les critères, ce sont vraiment des critères techniques, donc à savoir le financement, puisqu'il est demandé une caution de 1 milliard pour une télé, avec, je vous donne les chiffres, mais sous réserve de vérification. Une société de droit national doit donc être mise en place, et cette société va permettre la création d'emplois, ça c'est important de le noter. Donc la création d'emplois directs et indirects vont se faire via cette société, et ensuite il y aura une production nationale. Donc la société s'installant donc sur le territoire ivoirien, donc va produire évidemment donc des films qui sont des films, je dirais, nationaux, qui font référence à la culture donc de la Côte d'Ivoire. Et c'est très important pour nous que cette libéralisation se fasse. Je ne peux pas vous indiquer un temps clair pour le premier signal, puisque je vous dis c'est vraiment une opération technique. Il faut que la ACA regarde très clairement le dossier. Après le rapport qui est fait par la commission d'appel à candidature, donc la ACA va ensuite examiner les dossiers et va donner une autorisation. Et avant même que cette autorisation soit donnée, comme vous le savez également, il y a un cahier de charge qui est fait entre la ACA et les opérateurs, cahier de charge qui est transmis ensuite au gouvernement via le ministère de la Communication, cahier de charge que nous regardons pour voir si les conditions, notamment d'accès de façon libre
des populations aux télévisions sont inscrites, dans quel cadre cela doit se faire. Donc, tout un ensemble de choses que nous devons, sur lesquelles nous devons veiller. Donc, je ne peux pas vous dire comme ça la date précise, mais sachez déjà que la libéralisation est, dès mai 2016, les sociétés pourront donc souscrire. Dans le dossier, vous m'avez demandé clairement ce qu'on demandait aux sociétés, c'est bien ça, le dossier. Je crois qu'il y a des conditions qui sont liées au financement, je viens de le dire. Ensuite, les programmes, le contenu, ça c'est important, quel est le contenu. Ensuite, je pense aussi qu'on regarde aussi les origines de financement, tout ça c'est important. Donc c'est vraiment un dossier complet que la commission va pouvoir regarder. Si vous avez besoin de plus de précision, je pourrais vous l'indiquer parce que tout ça est dans, évidemment, la communication, puisque c'est moi-même qui en suis à l'origine. Lundi dernier, le président de la République a reçu en audience le ministre des Affaires étrangères burkinabé, M. Alpha Barry, qui était venu notamment pour féliciter, sinon remercier les autorités ivoiriennes qui ont bien voulu remettre au Burkina Faso des éléments qui étaient recherchés. Voilà. Nous aimerions savoir, après cette belle parenthèse entre les relations ivoiro-burkinabé, est-ce qu'en retour, le Burkina serait éventuellement disposé à renoncer au mandat d'arrêt international, disons au mandat d'arrêt qui a été lancé contre Guillaume Soro et le président Blaise Compaoré? Ça, c'est la première question. La deuxième question, également aussi, il est relayé dans les médias, la question de la naturalisation du président Blaise Compaoré, qui, n'est-ce pas, serait devenu ivoirien. Qu'est-ce que cela va induire comme changement dans le développement politique, notamment entre les deux pays? Je vous remercie. Il faut savoir qu'il existe une coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Donc, c'est dans le cadre de cette coopération que la Côte d'Ivoire a donc permis, effectivement, a été saisie par Interpol Burkina et donc a mis ces hommes à la disposition donc, du Burkina. Alors, vous savez, vous m'avez posé une question, je serais tentée de vous dire, mais allez la poser au Burkina, parce qu'en réalité, moi, je ne peux pas vous répondre sur une affaire qui relève, et le président l'a déclaré, l'a dit très clairement. Donc, ça concerne effectivement la diplomatie, donc évidemment des deux pays. Et ensuite, c'est une affaire qui relève donc des services judiciaires. Moi, je ne peux pas me prononcer sur cette décision qui ne fait même pas l'objet de commentaires, à mon avis. Ensuite, concernant la naturalisation de Blaise Compaoré, je pense que c'est une décision souveraine donc, qui a été prise. Qu'est-ce qu'elle va induire? Elle ne va rien induire. Il est ivoirien, un point, un trait, comme chacun d'entre nous l'est ici dans cette salle. Donc, je ne pense pas qu'il y ait lieu de faire un commentaire outre que de constater tout simplement qu'il est effectivement ivoirien. Est-ce que cette naturalisation, finalement, ce n'est pas une façon pour la Côte d'Ivoire de dire au Burkina Faso que vous n'extraderez pas Blaise Compaoré? Il ne faut pas préjuger de ce qui pourrait se passer. Nous avons une question qui m'a été posée, à savoir la naturalisation. Je vous ai dit, c'est une décision souveraine. Il ne faut pas préjuger de ce qui va se passer par la suite. Aujourd'hui, le président Blaise Compaoré, qui a, n'oublions pas, été le facilitateur de notre crise, a obtenu la nationalité ivoirienne. C'est une décision, comme je le disais, souveraine, qui ne doit même pas faire l'objet de commentaires. Attendons de voir ce qui va se passer dans les jours et dans les mois qui viennent, pour ensuite, maintenant, peut-être tirer des conclusions. Mais pour l'instant, il ne faut pas qu'on tire des conclusions hâtives. Samedi dernier, il y a eu une mutinerie à la Maka. Il y a eu 10 morts. La presse a relayé cette information. On aurait appris que des armes ont été retrouvées dans des cellules des prisonniers. Est-ce que des mesures ont été prises par le Conseil des ministres pour éviter ce genre de situation dans nos prisons? Au nom du gouvernement, nous aimerions présenter toutes nos condoléances aux familles endeuillées, parce que le fait dont vous venez de parler à l'instant a entraîné la mort de personnes. Donc nous présentons nos condoléances aux familles endeuillées et un prompt rétablissement aux victimes. Bien entendu, la situation a été maîtrisée rapidement par les forces de l'ordre ivoiriennes. Une enquête est ouverte pour situer les responsabilités. En fonction donc de cette enquête-là, naturellement, toutes les mesures seront prises pour éviter ce type de choses à l'avenir.
Je dirais même que c'est parce que justement les mesures ont commencé à être prises et à s'instaurer qu'il y a eu donc ce qu'il y a eu la semaine dernière. Donc toutes les dispositions sont prises pour que les enquêtes soient menées jusqu'à son terme et qu'ensuite, évidemment, qu'on tire les conséquences de cela et constitue toutes les responsabilités. Merci Madame. Je suis Lassina Serme de l'agence de presse africaine APA News. Madame la ministre, la semaine dernière a été marquée par des actions de déguerpissement dans certains quartiers d'Abidjan, notamment à Makassi, au quartier 9 kg, à la Riviera 3. À la Riviera 3, précisément, les populations ont beaucoup décrié le gouvernement qui aurait bradé l'espace à des privés. Et je voudrais savoir quelle est d'abord la mesure d'accompagnement que le gouvernement a pris pour recaser ces populations. Que ça serait donné à des privés, enfin j'avoue que je vous laisse le dire et assumer ce que vous dites. Moi, je ne suis pas informée de cela. Tout ce que je peux dire, c'est que vous savez que le gouvernement, dans le cadre donc, des déguerpissements de façon générale, a décidé, avec les pluies diluviennes, comme vous le savez, chaque fois, nous avons eu des morts d'hommes, donc nous avons eu des drames. Et pour éviter ces drames-là, le gouvernement a décidé, ça ne date pas d'aujourd'hui, de procéder à des déguerpissements. Et les populations, en contrepartie, on leur a remis donc, un montant, un pécule qui leur permet de se reloger. Donc je pense qu'il ne faut pas oublier cette mesure-là. Donc c'est ce que nous faisons. Et je pense que cette opération est dans sa continuité. S'il y a d'autres quartiers qui sont prévus pour être déguerpis, je crois qu'ils le seront également. À chaque fois que c'est fait, le gouvernement donne une contrepartie effectivement aux populations pour qu'elles puissent se reloger donc, ailleurs. Je voulais savoir, pour la libéralisation des ondes de la télévision, est-ce qu'il y a un certain nombre de places, entre guillemets, qui sont prévues, ou bien c'est pour combien de télévisions? C'est prévu pour combien? Est-ce qu'on a, ou bien c'est ouvert? C'est sous réserve de vérification. Je pense qu'au Burkina, il y en a 15, et au Sénégal, il y en a 8, et au Bénin, il y en a 5. Donc c'est pour vous dire que la Côte d'Ivoire va se placer dans cette fourchette. Donc pour voir un peu effectivement combien de télévisions privées d'accès libre nous autorisons sur le territoire ivoirien. Peut-être que nous allons estimer qu'il n'est pas nécessaire d'en avoir plusieurs, parce que dès l'instant, vous savez, vous avez une onde, après maintenant tout dépend du contenu, de la programmation qui est faite. Donc ça, ce n'est pas gênant. On se rend compte dans ces pays-là que ce n'est pas gênant d'en avoir que certaines. Il n'y a que quelques pays, des rares pays qui ont fait vraiment le choix d'avoir plusieurs télés. Et d'ailleurs, je crois que ces pays-là le regrettent aujourd'hui, voudraient revenir à des moyennes, je crois, plus intéressantes et plus importantes. Donc nous n'avons pas pris la décision définitive, mais je crois que la Côte d'Ivoire va se situer autour donc, de la moyenne au regard de ce qui se passe dans les autres pays voisins. Voilà. Ok, très bien, merci.